Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode du podcast Outrospection. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est un épisode un petit peu spécial qui est réalisé en collaboration avec Adada. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Adada, il s'agit d'un média spécialisé dans la communication et le marketing au Luxembourg. Et je me suis dit, pour cet épisode, quoi de mieux que d'être accompagné de son fondateur, donc Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alissa. Est-ce que tu valides mon intro ? Bah parfait, je crois que t'as tout dit, on peut arrêter là. On peut s'arrêter là, c'est tout. Alors donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, en fait on a décidé de collaborer ensemble sur une série d'épisodes du podcast qui sont notamment, dédiés ou alors qui ciblent en fait des personnes du monde de la communication, des agences, du marketing. Et on s'est dit, ces épisodes-là, ça peut être un contenu intéressant pour Adada, de la même manière que pour ceux qui n'ont pas le réflexe d'aller sur Adada, moi ça me permet aussi d'en parler un peu dans ce podcast. Exactement, et j'avais l'envie de faire des podcasts aussi, mais j'ai pas trop le temps. Et comme je l'ai déjà dit ailleurs, tu as une plus belle voix que moi, donc j'ai pensé tout de suite à cette collaboration-là. Et c'est en écoutant tes podcasts précédents, notamment de Clémence, de David Sonner et d'Edgar Le Chaudel, et qui gravitent dans ce secteur-là que moi je traite tous les jours. Qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a donné envie de collaborer avec toi. C'est super et je te remercie encore d'être venu me trouver pour ça. Alors on va commencer pour apprendre un petit peu à te connaître, Jérôme, parce que moi je t'avoue que avant que tu viennes me trouver, je ne te connaissais pas plus que ça et je pense que beaucoup de personnes connaissent Adada, mais pas forcément la personne qui se cache derrière. Je me suis dit qu'on allait ouvrir le podcast avec un truc un peu original. Donc précédemment, je demandais un petit peu aux gens de me citer leur citation phare et j'ai décidé pour 2020 de passer dans un domaine complètement fantastique en te demandant si demain tu étais en mesure d'avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Ça m'intéresse. Donc tu demandes plus c'est quoi ta devise préférée ou ton Non, je me suis dit qu'avec toi j'allais direct. D'accord. Moi je m'étais préparé à autre chose. Ah okay. Zut. Donc si j'avais un super pouvoir, moi j'ai préparé aussi. Ah. Mais non, si j'avais un super pouvoir, c'est assez facile à te répondre. Ce serait de pouvoir me téléporter. Ah, intéressant. Où irais-tu ? Pourquoi, c'est ça ? Oui, pourquoi ? Pas où j'irais, mais peut-être plutôt pourquoi, parce que quand tu as les gens que t'aimes qui sont loin de toi, ce pouvoir-là, il peut être pas mal pour en un claquement de doigts les retrouver. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc si demain on pouvait t'offrir quelque chose, ce serait la téléportation et tu serais bien quoi. Exactement. Ok, intéressant. Exactement. Alors on va essayer d'apprendre un petit peu à te connaître aujourd'hui en balayant quelques on va dire moments phares ou éléments phares de ta vie, de ton parcours. Comme je le disais, donc toi tu es à la tête du média Adada, du site internet. Tu as lancé aussi l'année dernière, c'est ça, le magazine. Ouais. Donc toi, tu as fait un petit peu le parcours inverse. Tu as d'abord lancé du digital, un site internet pendant de longues années. Et puis, tu es revenu en fait aux bases et tu as lancé un magazine, donc du papier. On est revenu à l'essence même. C'est ça ? Exactement. Mais il y avait pas d'idée au départ de le faire dans un ordre précis. En fait, il y avait pas d'idée au départ de faire un magazine. J'ai fait avec les moyens qui sont simples et qu'on nous donne aujourd'hui de créer un site internet. Et au départ, c'était un blog, faut dire ce qui est. Au départ, c'était un blog de passionnés et qui a pris de l'ampleur au fil des années. Mais il y avait pas cette idée au départ il n'y avait pas de vision en se disant dans quelques années il y aura un magazine papier. Après, je suis un amoureux du papier et aujourd'hui je suis très content d'avoir évolué vers le papier. C'est chouette en tout cas et ça marche bien puisque on va revenir là-dessus, mais les gens en tout cas se l'arrachent en quelque sorte quand tu leur envoies. Je vois beaucoup de stories qui apparaissent ici et là pour faire justement la promotion du magazine puisque les gens sont contents de le recevoir. Ouais, et les gens sont pas payés pour faire ça, c'est vraiment et c'est ce qu'il y a de mieux, spontané et c'est super sympa et je les remercie d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'est vraiment cool quand je vois à chaque sortie de numéro cet engouement qu'il y a autour du magazine. C'est chouette. Dans notre milieu en tout cas, là, c'est très chouette. Alors, si on peut revenir un petit peu sur ton parcours, toi, à la base, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Tu viens de quel domaine, en fait ? Est-ce que tu es plutôt un créatif ? Est-ce que tu es plutôt un stratégique ? Est-ce que tu es plutôt dans la rédaction ? Qu'est-ce que tu as appris à la base et vers quoi tu te destinais ? Alors,
une fois que j'ai trouvé ma voie, parce que j'ai fait différentes études avant ça, mais une fois que je me suis embarqué dans la voie de la communication, j'ai fait des études courtes. J'ai fait un DUT Infocom, option publicité à Nancy, à l'IUT Charlemagne à Nancy. Hey, moi aussi. Ah, bah tu vois, on se rend compte que maintenant, mais on aurait pu se connaître avant. Ouais, camarade. Et ensuite, j'ai terminé par une licence professionnelle création publicitaire qui formait à deux métiers, celui de DA ou celui de copywriter, Ouais. concepteur-rédacteur. Et moi, je m'orientais vers ça, vers la conception-rédaction. J'ai fini mon cursus d'études par un stage que j'ai fait au Maroc, à Casablanca. Ah, cool, original. Dans une agence de pub. Ouais, en fait, tu vas voir que ce que je te disais avant, c'était un peu vrai. Je voulais faire un stage à l'étranger, mais dans un pays où on parle quand même français. Un petit peu francophone. Voilà, quand même. un petit peu francophone quand même. Et puis en plus, il y avait du soleil, donc c'était parfait. Et j'ai donc fait un stage à Casablanca dans une agence qui s'appelle TBWA Alif, donc qui est une filiale de la grande agence TBWA au monde. Et c'était très sympa. On m'a proposé le job à la fin de cette année de stage. Génial. Que j'ai refusé. Ok, pourquoi? Parce que j'avais pas spécialement d'attache au Maroc. C'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là d'y rester seul et de m'établir là-bas vraiment. Donc voilà, je suis revenu. Tu es originaire de la région Est, toi, hein? Ouais, je suis originaire du côté de Briey. Ok, donc ta première expérience, en fait, tout de suite, ça a été une expérience à l'étranger, au Maroc. Et est-ce qu'après ça, tu t'es dit, j'ai envie de trouver un job, continuer à travailler en agence? Est-ce que tu avais un endroit en particulier en tête? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller à Paris? Est-ce que je vais aller au Luxembourg? Enfin, comment t'es arrivé justement au Luxembourg? Alors quand tu sors de l'école, et quand t'as dit que t'étais bien, que t'avais quelque chose à faire dans ce milieu-là, forcément tu regardes les grandes agences, et les grandes agences sont à Paris ou dans les grandes capitales. Et mine de rien, des gens qui sortent de l'école, il y en a beaucoup. Et pour rentrer dans les agences parisiennes, c'est très 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 dur, même pour y décrocher un simple stage, c'est très dur. Et de toute façon, c'est le passage obligé, c'est le stage. Moi, je revenais du Maroc, donc les Parisiens ne me connaissaient pas, et donc c'était compliqué. Et donc, j'ai pas trouvé de boulot tout de suite en revenant ici. Et c'est finalement un an après que un ancien collègue justement de l'IUT, qui était déjà en agence à Luxembourg, m'appelle et me dit, d'ailleurs je vais le citer, c'est Patrick Gutmann, merci Patrick. Salut Patrick. Il me dit, écoute, il y a la conceptrice rédactrice qui vient de donner sa DEM, il y a un poste à pourvoir, c'est pour toi, postule. Et j'ai postulé chez Concept Factory et ça a matché très rapidement avec Françoise Reuter, qui est la directrice. Qui est encore là, qui est encore là, oui, qui est encore là. Pour longtemps, j'imagine, encore. Et puis voilà, j'y suis. C'est la première à t'avoir donné ta chance au Luxembourg pour bosser chez Concept Factory. Exactement. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, combien de temps tu y es resté? J'y suis resté de 2008 à 2014, quasiment 6 ans. Ok, d'accord. Ouais, donc c'était quand même une part importante de ton expérience pro et perso, j'imagine. Oui, j'ai pas multiplié les expériences pro. J'ai bossé 6 ans chez Concept Factory et ensuite 5 ans chez Maison Moderne. Très bien. Donc c'est du coup un petit peu la vision que tu avais, c'était de dire j'ai fait 6 ans, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et maintenant j'ai envie d'évoluer, changer de poste, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs chez Maison Moderne et continuer d'évoluer. Est-ce que tu avais le même poste chez Maison Moderne? Tu faisais de la conception aussi? Alors, j'avais pas le même poste. Juste pour revenir sur ce que tu disais avant, oui, j'ai appris plein de choses et dans les deux boîtes là, ça a été deux très bonnes écoles à des niveaux différents. La première pour l'œil du publicitaire, l'œil artistique, alors que je suis pas spécialement je suis pas de formation DA ou artistique, mais avec un directeur de créa comme Didier Leclerc, j'ai pu avoir cet œil-là, ce goût pour le travail bien fait, le détail,
de rien laisser au hasard. Ça, j'ai appris ça dans cette première expérience. Et puis j'ai appris les médias chez Maison Moderne. J'ai appris l'exigence. J'ai appris plein de choses aussi. Deux très bonnes écoles. Et non, je n'avais pas, pardon, je n'avais pas le même poste, exactement le même poste. Je faisais de la conception publicitaire à proprement parler chez Concept Factory. Ouais. Quand je suis arrivé chez Maison Moderne, c'était au moment du lancement de l'agence spécialisée en content marketing au sein de Maison Moderne. Donc un peu différent. Mon rôle était de faire de la stratégie content marketing pour les clients de l'agence et de faire de la création de contenu. Donc pour le compte des clients de Maison Moderne en fait. Pour le compte des clients de Maison Moderne. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça c'est ton expérience pro jusqu'à arriver au point où maintenant aujourd'hui tu es à plein temps donc dans ta propre entreprise qui est Adada. Mais justement, ce que tu m'as expliqué, c'est qu'Adada, ça date pas d'hier non plus. C'est un média que tu as lancé déjà il y a 10 ans. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ça signifie que tu l'as lancé quand tu travaillais encore chez Concept. Et comment t'es venue en fait l'idée de lancer ce média qui est vraiment destiné à un marché de niche dans un domaine vraiment très spécifique qui est la communication et le marketing au Luxembourg? Qu'est-ce qui t'a donné cette motivation de départ? Alors en fait, c'était le manque de visibilité de notre travail en fait. Ouais. Quand je suis arrivé en 2008 chez Concept, à l'époque, il y avait dans Paper Jam, il y avait une rubrique qui était dernière campagne. Et cette rubrique-là reprenait un peu en petites vignettes toutes les créations publicitaires qui avaient été faites le mois passé, avec le nom des gens qui avaient travaillé dessus, le concepteur et l'acteur, le DA, le directeur de créa, etc., le graphiste, le photographe, et qui créditait un peu tous ces gens-là. Et c'était notre seule fenêtre un peu pour avoir un peu de visibilité, tu vois. Ouais. Et 2 ans après, cette rubrique a disparu. Et donc okay. on avait plus rien. Oui, bah, c'était bon. Voilà, en plus c'était des toutes petites vignettes, ça avait pas trop d'intérêt, hein, parce que voir une campagne sur des encarts de 1 cm sur 2, c'était un peu bon, voilà. Mais quand ça a disparu, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et finalement, je vais archiver ces campagnes en ligne. Et c'est comme ça qu'est né Adada en 2010. Je me suis dit, je vais faire un blog qui va archiver, répertorier les campagnes, archiver les campagnes et mettre en avant les gens qui ont travaillé dessus. C'est comme ça qu'Adada est né. Donc là, c'était les personnes qui travaillaient sur des campagnes chez Concept, ou alors tu te laissais la porte à parler de toutes les agences ou de tous les créatifs qui travaillaient sur des campagnes? Alors non, alors effectivement, j'étais relié à Concept, j'étais employé chez Concept, mais c'était un side project et alors j'en ai parlé à Dan et Françoise qui sont les directeurs de Concept et l'agence sœur jumelle Interact, qui étaient mes patrons. Voilà, j'aurais exposé le projet et ils ont été très très ouverts parce que effectivement j'allais parler d'autres agences, j'allais faire la promotion un peu, j'allais être la vitrine d'autres agences, donc des concurrents. Et ils ont trouvé le projet très très chouette. Ils donc ils t'ont soutenu et tout de suite. Encouragé. Ils le soutiennent encore d'ailleurs. Je les en remercie. Et effectivement, j'ai pu le faire. Évidemment pas sur mes heures de travail, mais à côté. Mais le faire librement et de parler. Alors souvent on m'a taxé de favoriser un peu le Concept Factory, mais c'était vraiment pas le cas. C'était Après tu travaillais dans l'agence, donc c'était aussi plus simple d'avoir une vue sur ce qui était fait. J'avais accès plus facilement aux travaux qui sortaient et aux campagnes qui sortaient, donc forcément c'était en ligne plus rapidement, etc. Okay. Mais il n'y avait pas de favoritisme. Et est-ce que dans les premières années, tu gagnais de l'argent avec ça, dans le fait de répertorier des campagnes, etc. Les premières années, non. Et il n'y avait pas d'ambition de le monétiser en plus. Vraiment, c'était un blog. Tu dis, voilà, je vais être la référence, je vais pouvoir vraiment répertorier tout ce qui se fait en termes de campagne, en termes d'action de communication au Luxembourg, mais sans avoir la vision de se dire comment je peux transformer ça en un vrai business. Ouais. L'ambition au départ, c'était de me faire un peu un nom, et ça c'est de manière très honnête, c'était de me faire un peu un nom aussi dans ce secteur-là, dans ce milieu-là. Et moi j'arrivais, tu vois, je débarquais de Lorraine, j'avais fait mon parcours avant qui n'avait rien à voir avec aucune attache avec Luxembourg, et donc j'arrivais là et je me suis dit c'est aussi un moyen pour qu'on me connaisse et voilà, et ça puisse peut-être m'ouvrir des portes et
Ok. Mais pas d'ambition au début de le monétiser. Et je me souviens pas à partir de quand j'ai commencé à le monétiser. Quel a été le moment, selon toi, qui a fait que ça a décollé, en fait? Que vraiment, là, tu t'es dit, ce petit side project que je fais sur mon temps libre perso, c'est en train de devenir un vrai truc et je commence à sentir qu'il y a de la traction par rapport à ce média-là. Alors en fait, dès la première année de lancement, il y a eu beaucoup d'engouement. J'ai même un record de pages vues de la première année qui a jamais été battu depuis. C'est vrai? Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que j'avais réussi à avoir une info que je pensais que d'autres avaient, mais j'étais vraiment le premier à l'avoir et c'était une info un peu secrète. Tu t'en souviens encore? Ah ouais, ça je m'en souviens très bien. Et je peux te dire ce que c'était. C'était les résultats. Donc Orange arrivait à Luxembourg, l'opérateur Orange arrivait à Luxembourg, et ils avaient lancé ce qu'on appelle un pitch, donc un appel d'offres pour trouver leur agence. Ok. Et j'ai diffusé le résultat du pitch. Donc j'ai diffusé l'agence, le nom de l'agence retenue, avant même que l'agence retenue ne le sache. Sérieux? Ouais. Et j'avais eu l'info, par un contact qui me disait une source, mais qui me disait ça en pensant. T'as pas forcément dit, c'était hyper confidentiel. Voilà, exactement, personne le exactement. Et donc j'ai diffusé ça. Et ça a tout de suite eu un impact assez retentissant parce que ils se sont dit, mais attends, c'est quoi le mec, c'est vraiment un journaliste de terrain, quoi. Et alors que moi, je relayais juste ce qu'on m'avait dit la veille dans le train, quoi. Et donc voilà, ça c'est un moment marquant pour moi, peut-être plus que pour les lecteurs, hein, c'est sûr, mais en tout cas Ouais, mais c'est intéressant. Donc là, tu commençais à te faire ta place on va dire en tant que référence dans le domaine où les gens se disaient ah ouais, t'as vu sur Adada il y a ça ou quoi que ce soit. Là, t'as senti que ça prenait déjà avec cet événement-là. Ça a pris comme ça, et puis après il y a eu beaucoup. Alors le site a 10 ans, donc il y a 10 ans, tu vois, c'était pas le web, on l'utilisait un peu différemment qu'aujourd'hui, et puis les blogs, les commentaires, etc. Donc il y avait pas encore Facebook était pas encore aussi développé. Je sais même pas si ça existait, mais enfin, était pas. On était dans les tout débuts. On était dans les tout débuts, et donc on était plus sur commenter sur les blogs. Aujourd'hui, j'aime beaucoup moins de commentaires, mais ça a pris beaucoup d'ampleur aussi parce que les gens commentaient et critiquaient, parce que tu pouvais le faire de manière anonyme, et critiquaient tout ce qui sortait sur Adada, toutes les campagnes. Mais vraiment, c'était pas constructif du tout. Et donc voilà, les gens revenaient plus pour voir les commentaires et y répondre que pour regarder le contenu d'Adada. C'est comme ça qu'il y a eu aussi cette ampleur-là. Oui, je vois. Ok, d'accord. Et après justement cette phase où tu as senti qu'il y avait un intérêt, que les gens venaient, revenaient et même interagissaient avec le média en lui-même, comment est-ce que tu as transformé ça en une entreprise? Parce qu'en fait, en gros, de ma compréhension, donc toi, tu as été employé pendant plusieurs années chez Maison Moderne, t'as jamais arrêté de travailler sur Adada, donc tu as toujours continué à relayer les campagnes, les actions de communication qui avaient lieu sur le Luxembourg, l'actualité des agences. Mais pour autant, comment est-ce que t'es venue l'idée de dire en fait, je pourrais peut-être transformer ce blog en un site qui peut offrir de la visibilité supplémentaire, développer en fait des offres commerciales autour de ton média? Écoute, je crois qu'il y a eu la première chose que j'ai vendue sur Adada, c'est une offre d'emploi. Et en fait, au départ, j'ai commencé. Donc, je te disais que je relayais les campagnes de pub. Ça, c'était au début. Oui. Mais après, ça c'est les campagnes de pub. Finalement, on les regarde un jour et après, tout le monde s'en fout. Oui. Tu confirmes, merci. Mais donc, j'ai vu qu'il y avait des choses qui intéressaient davantage les gens, c'est de parler des gens qui travaillent dans ce secteur. Donc, les nouvelles recrues, les changements de poste, les promotions. Des interviews de personnes. Voilà, voir des gens, se voir également, ça donne une tribune un peu à tout le monde, à des gens qui n'ont pas forcément la parole. Et ça a donné de l'importance un peu au site. Et donc c'est devenu pas seulement un blog d'archives, mais c'est devenu un peu un site qui a commencé à prendre un peu de poil de la bête et à grossir avec ces contenus différents. Et avec ça, je diffusais aussi les offres d'emploi. Au début, gratuitement, sans penser même à le monétiser. Et c'est devenu
la rubrique la plus visitée. Ça l'est encore aujourd'hui. D'accord. Les gens cherchent du boulot, les gens soit en ont pas et cherchent du boulot, soit en ont un et cherchent un autre boulot. Et donc ça, c'est vraiment une rubrique qui crée du trafic sur Adada. Et donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, je suis le seul à pas les vendre. Je vais au moins rentabiliser le temps passé sur Adada, parce que c'était du temps, hein, c'était vraiment beaucoup de temps. C'est toujours beaucoup de temps, mais c'était du temps en plus de mon job. Et donc j'ai commencé à vendre les offres d'emploi. C'est comme ça que ça a Ok, donc ta toute première offre commerciale, c'était des offres d'emploi. C'était la diffusion d'offres d'emploi. Ouais. Très bien. Tu vas peut-être voir venir ma question, mais ce que j'essaie de comprendre, et je pense que je te l'ai dit, c'est que en fait, toi, tu étais salarié dans une société qui s'appelle Maison Moderne, qui gère différents médias. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a quoi? Il y a Pepper Jam, aide-moi. Il y a Pepper Jam, donc la marque phare c'est Pepper Jam. Ouais. Il y a Delano qui est le média anglophone, anglophone, non? le média anglophone, ouais. Donc ça, c'est des médias qu'ils ont en propre. Il y Ouais. avait Archiduc aussi qui a disparu, qui est devenu. Aujourd'hui, ils essayent de, je vais pas faire la promo de Maison Moderne, mais ils essayent de tout regrouper autour de leur marque phare Pepper Jam. Donc Archiduc, qui est le média de l'architecture et de l'immobilier, est devenu Pepper Jam Real Estate. Ouais, vraiment voilà. avoir une marque forte Exactement. et derrière des sous-branches dans des domaines spécialisés. Leur premier média, c'était Explorator, le guide des restaurants. Ouais. Pareil, il a disparu. C'est devenu Pepper Jam Foodzilla, qui est sorti cette année. Ah oui, ok, ouais. Donc voilà, ils font une marque ombrelle comme ça et qui renforce un peu la marque Pepper Jam. Mais effectivement, c'est un gros. Je l'ai dit, hein, c'est une grosse entreprise, c'est aussi un acteur important dans la partie média au Luxembourg. Et je pense que, comme toi, tu étais aussi salarié de Maison Moderne pendant toutes ces dernières années, et que Adada continuait de fonctionner, c'est créé une sorte de confusion peut-être des genres entre est-ce que Adada appartient à Maison Moderne, est-ce que Adada est finalement une société ou un média qui est relié à Maison Moderne. Et je me disais que ça pouvait être intéressant que tu nous expliques un peu quelle a été votre relation avec Maison Moderne pour Adada et quelle est aujourd'hui ta relation ou la relation d'Adada vis-à-vis de Maison Moderne. Ouais, alors il y a eu une confusion effectivement parce que mais elle est complètement compréhensible parce que quand je suis arrivé chez Maison Moderne en tant qu'employé, Maison Moderne m'a proposé également en même temps de prendre Adada en régie chez Maison Moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils m'ont proposé un contrat de régie externe pour intégrer le média Adada dans leur portefeuille de médias qu'ils commercialisent. Ça veut dire que moi, je continue à faire le contenu et à faire vivre Adada de mon côté, indépendamment. Et la régie, donc la force commerciale de Maison Moderne, la régie publicitaire, fait l'effort de commercialiser auprès de ses clients les espaces que propose Adada. Effectivement, pour moi, c'est très clair. Donc là, toi, tu sors du statut auto-entrepreneur et t'as quelqu'un qui reprend le dessus sur la... Non. Là, je suis toujours auto-entrepreneur. Ouais. Mais du coup, je ne facture pas des clients en direct. Ouais. Maison Moderne vend les espaces pubs, facture ses clients et me fait un décompte tous les mois. Et je fais une facture unique mensuelle à Adada, avec une commission bien sûr de régie qu'ils déduisent. Eux se rémunèrent là-dessus sur la commission. Donc ça c'est vraiment la relation que vous avez au départ où ils te disent bah voilà en fait on va l'intégrer, on va vendre les espaces pour toi puisqu'en fait on a d'autres médias donc on va incorporer Adada parmi les autres médias qu'on a cités précédemment. Et donc toi tu peux continuer à faire ce que tu as à faire avec ton média, tu continues à travailler sur Adada, mais la partie commerciale elle est gérée par leur régie à eux. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Ça dure combien de temps? Et ça dure tout le temps que je suis chez Maison Moderne. 5 ans. Ça dure 5 ans. Le contrat de régie a duré 5 ans. Était fixé pour 5 ans et il n'a pas été renouvelé. On connaît l'histoire. Après, je me suis lancé à 100% dessus, donc j'ai repris aussi cette partie commerciale pour aussi, il faut le dire, augmenter mes revenus en enlevant cette com. Et maintenant que je fais ça à 100%, j'ai aussi un peu plus de temps pour m'occuper de la partie commerciale. Mais effectivement, ça dure 5 ans. Ça dure 5 ans et ça donne un poids considérable à Adada parce que ça donne de la crédibilité.
parce que Adada se retrouve dans un catalogue de médias à côté de Pepper Jam, à côté de Delano, à côté de City aussi, City qui est le magazine de la ville de Luxembourg qui est géré par Maison Moderne, à côté de Flydoscope qui est le magazine de Luxair que tu as dans les avions, qui est géré par Maison Moderne aussi, à côté de Mercure à l'époque qui était géré par Maison Moderne mais qui ne l'est plus maintenant. Donc voilà, ça donne du poids à Adada, même si Adada apparaissait en petit à côté, mais ça a été dans un premier temps hyper bénéfique parce que ça t'a donné Ouais, mais pas que dans un premier temps. Ça a été bénéfique tout du long. Toujours. Et aujourd'hui, si Adada en est là, c'est aussi grâce à ça. Ouais. Parce que ça, déjà, quand t'as 20 bonhommes qui commercialisent ton média, ta force de frappe est différente. Ta force de frappe est différente. Ouais. Alors je t'avoue qu'ils n'étaient pas les 20 ou 25 de la régie à défendre Adada parce qu'on l'a dit, c'est un marché de niche aussi. Sûr, il faut que ça corresponde, aussi aux clients. Bien sûr. Et puis t'as plus à gagner quand tu travailles dans une régie comme ça à vendre Pepper Jam, une page à je sais pas à 4 000 € qu'à vendre un espace pub sur Adada qui en vaut 250. Tu vois un peu le rapport. Mais en tout cas, tu as potentiellement 20, 25, je sais plus combien ils étaient, commerciaux qui, tous les jours, sont susceptibles de vendre ton média et d'en parler. Et en parler, Donc forcément, moi, ça m'a fait une visibilité, une très belle visibilité, et au-delà de la visibilité, de la crédibilité. Très bien. Tu vois. Moi, en ce qui me concerne, et je t'ai donné mon avis, je pense que quand je parlais de confusion, c'était effectivement, de ton point de vue, je comprends totalement cette association et en quoi elle a été finalement une bonne chose pour Adada et pour toi, parce que ça t'a permis de te développer, mais peut-être d'un côté plus insider. Donc moi, je le rappelle, mais j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années en agence, où forcément Adada, ça m'a parlé tout de suite, très rapidement, même quand je suis arrivée sur le territoire luxembourgeois, un des premiers sites sur lequel je suis tombée justement, qui référençait les agences au Luxembourg, c'était Adada. Donc je pense que c'était vraiment un des premiers médias avec lesquels j'ai été en contact avant même d'arriver au Luxembourg. Ouais. Donc très rapidement, c'était vraiment une référence. Mais je dois dire que de l'intérieur, le fait d'être englobé dans cette vision Adada, le média, de la communication et du marketing, mais cette perception appartient à Maison Moderne, ça me donnait aussi l'impression qu'il y avait peut-être un manque de transparence dans le traitement ou la mise en avant en fait de telle ou telle agence, parce que je me disais voilà, on est dans une offre commerciale, on n'est plus dans le média juste dans l'information, dans la communication, mais aussi surtout dans le business, et donc quelque part ça m'intéresse moins parce que c'est hyper commercial ou parce que c'est très tourné sur faire du revenu, générer en fait du cash. Et si ton agence, elle dépense pas chez Maison Moderne, d'office, on parlera pas de toi. C'est quoi ta position par rapport à ceux qui peuvent penser ça comme moi, peut-être à tort, mais non, mais tu as raison en fait, et c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant, c'est que effectivement beaucoup ont pensé, et même des gens que je soupçonnais pas, mais beaucoup de directeurs d'agences ou de personnes du secteur ont pensé à un moment donné que Maison Moderne avait racheté Adada, ou que Adada et Maison Moderne c'était pareil quoi. Alors que et c'est vraiment ce contrat de régie la communication autour de ce contrat de régie qui a fait que on a fait un peu cette confusion. Mais ce que j'avais l'impression qui était très clair de mon point de vue, en fait, ne l'était pas. Et c'est pour ça que quand j'ai quitté Maison Moderne, et que certains m'ont dit, mais alors, t'as racheté Adada? Je dis, mais non, pourquoi, tu vois? Et donc, il a fallu encore l'expliquer. J'ai eu la chance d'avoir une interview dans Le Land, où j'ai voulu insister là-dessus, tu vois. Et à chaque fois, maintenant que je parle à quelqu'un, j'insiste vraiment là-dessus. Bon, maintenant, c'est assez clair que Adada est indépendant, mais Adada, la rédaction d'Adada a toujours été indépendante. De l'époque de Concept Factory, parce que on m'a laissé tout début. Depuis les tout débuts, on m'a laissé la liberté de le faire. Pendant que j'étais chez Maison Moderne, on m'a laissé la liberté de le faire. La rédaction d'Adada a toujours été indépendante. Ouais. Mais c'est intéressant et important, je pense, de le rappeler, puisque
le Luxembourg est un petit pays et avec ça, il y a des avantages. Parfois, il y a aussi des inconvénients et puis on peut aussi être parfois aussi biaisé parce que tu vois, il y a beaucoup de copinage, beaucoup de trucs comme ça et tu peux être amené à finalement te dire ouais, je passe à côté de ce truc parce que je pense que c'est pas fait pour moi ou je pense que c'est pas au service de l'information ou je pense que nos intérêts divergent et là voilà, ce que tu me dis et ce que tu me rappelles, c'est que finalement peu importe qui était au contrat de régie, peu importe dans quelle agence tu as travaillé, le contenu, le but c'était d'avoir toujours un contenu le plus ouvert possible et de couvrir un maximum l'actualité en fait en général, peu importe que tu sois dans cette agence ou que tu n'y sois pas. Exactement. Moi j'ai toujours fait en sorte que tous les acteurs du secteur, toutes les agences, petites ou grandes, aient leur place sur Adada. Alors, je fais beaucoup de veille pour avoir le contenu, pour avoir les infos qui sortent, mais il y a aussi beaucoup d'agences qui m'envoient leur contenu, parfois quasiment tout fait, hein, et moi si ça me convient, je le publie comme ça, tu vois. Il faut pas payer pour qu'on parle de toi sur Adada, tu vois. Évidemment qu'il y a des partenariats, évidemment aujourd'hui c'est mon business et évidemment que il y a des offres commerciales. Mais aujourd'hui, si tu as un mec ou une nana qui se lance et qui vient juste de lancer son studio, ça t'intéresse tout autant que justement des agences historiques au Luxembourg. Parce que je pense que finalement moi donc avant j'étais au 1535 et c'est vrai que je fréquentais pas mal de gens qui sont tout seuls et qui avaient peut-être pas ou qui avaient peut-être une image faussée en se disant oui bah moi je peux pas ouais c'est impayable ou voilà je peux pas être relayée sur Adada parce que finalement je dépense pas chez eux mais pourtant j'ai une actu ou tu vois je fais des illustrations pour tel cadre et ça pourrait être sympa parce que ça me mettrait en valeur. Donc aujourd'hui ce que tu dis à des personnes qui sont dans ce contexte-là, en fait, c'est que t'es pas du tout fermé et au contraire, quand elles ont des actus à t'envoyer, c'est limite mieux. Qu'elles me les envoient et c'est ça qui crée le contenu sur Adada, c'est ça qui d'autant plus si c'est vraiment bien et si ça a vraiment une vraie valeur créative, c'est ça que je recherche aussi. Et qu'on soit une petite agence ou une grosse quoi. Ouais. Et malheureusement, les grosses l'ont plus compris que les petites, donc on voit plus souvent les grosses qui ont aussi plus d'actu. Bien sûr. Mais c'est pour ça aussi que je me permets de le rappeler ici parce que, en l'occurrence, je suis persuadée qu'il y a aussi plein de petites agences talentueuses et qui ont des super projets, mais dont on parle peu parce qu'en fait, finalement, quand ta personne est tout seule et qu'elle a, je sais pas, 3-4 clients, bah forcément, on le sait, hein, les agences, certaines agences, en tout cas, c'est pas les mieux pour faire la promotion de leurs propres activités. Parce que voilà, quand t'as un client et que bah c'est déjà super, donc en fait, tu passes tout ton temps à t'occuper de la communication du client, mais peut-être un peu moins de la tienne. Et donc par là, bah voilà, moi j'ai envie aussi de saluer ceux qui ont peut-être un peu moins de temps, mais qui quand ils ont un truc cool à partager, qui viennent justement sur Adada et qui partagent ça avec toi, parce qu'en fait, ça peut être. Moi, c'est ça un petit peu que j'ai envie aussi. Après, tu me donneras ta vision de la communication, de la pub sur le territoire luxembourgeois, mais c'est vrai que parfois je suis un petit peu comment dire, pas pleinement satisfaite en fait de la qualité ou de ce qui sort parce que je trouve que c'est pas forcément toujours représentatif de ce que d'autres peuvent faire parce que voilà. Alors après, ayant travaillé en agence, je sais de l'intérieur que parfois le résultat que tu vois c'est pas nécessairement ce que l'agence a voulu faire ou ce que les créatifs ont voulu faire à 100% et que derrière tu as une bonne dose de plein de paramètres qui viennent parfois vraiment te changer le résultat mais ça final. c'est pas propre au Luxembourg. Mais ça c'est vraiment effectivement assez général. Maintenant, je pense que là où je trouve qu'il y a peut-être un manque de diversité, c'est parce que justement peut-être d'autres qui ont aussi des projets cool peuvent parfois être intéressantes et partager des choses intéressantes. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles voilà, il y a des trucs qui sortent qui sont super, d'autres qui sont peut-être un peu moins bien. On a le droit d'aimer un travail créatif ou de le trouver un peu réducteur, mais ce qui est important surtout, c'est de ne jamais arrêter de parler de plein d'acteurs en fait dans ce domaine-là, parce que si on reste toujours dans un vase clos, c'est sûr que c'est un peu limitatif. Ouais. Ça, c'est vraiment les infos qui me remontent de personnes qui sont dans cet univers et à qui justement j'expliquais qu'on allait collaborer ensemble parce qu'elles se sentent pas toujours très représentées sur Adada et je pense que ça vient aussi d'une mauvaise perception de qui a sa place sur Adada ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois très bien. D'ailleurs, j'essaye tu vois, et il y a beaucoup de petites agences, enfin, même pas des agences, c'est des freelances, ouais. Tu vois, ou deux freelances qui se mettent ensemble, et voilà, ça fait un studio graphique, donc il y a beaucoup d'entités comme ça.
Mais et j'essaye par exemple dans le print aussi de leur donner un peu. Il y a une rubrique qui s'appelle le freelance du coin. Ouais. C'est pas toujours vraiment des freelances, mais c'est parfois des sociétés, un mec qui bosse tout seul ou Ouais, deux. absolument. Et c'est une façon aussi de dire, ben ces gens-là existent, ces gens-là font du bon boulot, de mettre leurs travaux en avant. Tout à fait. Mais il y a le truc, c'est que les grosses agences parfois ont quelqu'un qui est dédié à leur communication. Oui. Qui fait pas que ça, mais qui est dédié à leur communication. Et donc préparer un case study ou quoi et me l'envoyer, c'est plus simple pour eux que le mec qui travaille tout seul, Ouais. qui a d'autres chats à fouetter que de faire son autopromo. Et moi aussi, je suis tout seul derrière ça. Et C'est ça vrai, aussi. c'est ce manque de temps. Oui. Je peux pas aller gratter chez tout le monde, tu vois, Ouais. pour moi-même créer de l'info sur ces petites agences. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées sur Adada qui me viennent. Oui, grâce à la bonne volonté, à la collaboration des agences ou des personnes qui sont en interne. C'est ça. C'est aussi une raison pour lesquelles moi dans le podcast, les personnes que j'aime aller, on va dire, interviewer, rencontrer, c'est aussi peut-être des personnes qui ont moins cette capacité ou possibilité à faire leur promotion ou à parler exactement de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font. Et c'est en ça que je trouve intéressant notre collaboration, c'est que quelque part à travers le podcast, c'est aussi une envie et une initiative que d'apporter des informations de personnes qui seraient peut-être pas naturellement venues vers toi ou vers moi, mais dont le travail est intéressant, dont l'approche est intéressante. Et c'est vraiment un point sur lequel je veux insister parce que c'est ce dont on a parlé tous les deux et c'est ce qui moi m'intéresse dans ton approche, c'est de dire finalement, voilà, il y a plusieurs choses et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'insiste bien sur ok, il y a un business derrière. Aujourd'hui, tu commercialises des espaces, tu commercialises de la visibilité en fonction de ce que tes clients achètent. Mais il y a aussi un contenu qui est là pour faire vivre le site internet, pour faire vivre le magazine et qui est un vrai contenu il se passe des choses. Et qui est surtout là pour intéresser la communauté et faire découvrir des talents, tu vois, c'est surtout ça. Avant de faire vivre Adada, l'ambition de départ, c'était ça, tu vois. Ouais. Et oui, aujourd'hui, bien sûr, c'est mon métier, c'est ma boîte. Il faut que je puisse en vivre, mais pour que ça continue. Mais surtout, la volonté, c'est ça, c'est de parler de ce qui se passe, en fait. C'est top. Et j'espère justement que davantage de freelance ou d'agences le feront aussi de manière plus spontanée, parce qu'il y a des chouettes trucs qui sortent et des fois, tu les vois sur Instagram et tu te dis, bah mince. Ils ont fait ça, eux, et en fait, t'étais pas du tout au courant. Ils l'ont juste posté sur leur Insta. Il y a toujours de très chouettes choses. Ouais, absolument. Et justement, j'aimerais un petit peu connaître ta vision par rapport à comment tu as vu évoluer Adada au fur et à mesure des années. Et comment est-ce que toi, tu fais pour faire en sorte que ton média se renouvelle d'année en année? Est-ce que... on l'a dit au début, t'avais pas vraiment de vision, t'as lancé ça comme ça, et puis au fur et à mesure des choses se sont ajoutées, et voilà, et aujourd'hui on est vraiment sur une vraie entreprise puisque tu t'es lancé pleinement à 100% sur Adada depuis, tu m'as dit novembre 2018, ouais. Donc il y a plus d'un an déjà que tu travailles vraiment full time là-dessus. Il y a un peu plus d'un an, ouais. Mais comment t'as évolué dans ta réflexion pour dire, bah voilà, aujourd'hui je fais ça comme ça, comment est-ce que tu te challenges au quotidien ou bien d'année en année? Alors, en fait... comme je disais tout à l'heure, chez Maison Moderne, j'ai appris ce que c'était le monde des médias. Et c'est là aussi que Adada a pris de l'ampleur, c'est que au départ d'un blog, c'est devenu un site d'actualité, même si c'est de l'actualité spécialisée, de l'actualité professionnelle spécialisée sur un secteur. Et puis après, il y a eu le lancement, par exemple, de newsletter. Tu vois, quand tu baignes dans le monde des médias et que tu comprends que avoir une base de données, des gens qui te suivent et qui sont prêts à donner leur adresse mail pour recevoir une news toutes les semaines. Au début, c'était tous les mois, maintenant c'est toutes les semaines, et qui l'ouvrent et qui sont contents de la lire le dimanche soir à 22h. Donc qui est au dodo, hein. Qui est la newsletter au dodo, ouais, c'est la newsletter Adada qui arrive tard le soir et qui marche super fort, ça génère un... Là, tu leur apportes directement le contenu dans leur boîte mail, voilà, ils n'ont même pas besoin de revenir. C'est ça, le dimanche soir, tu sais, à l'heure fatidique où c'est presque l'heure d'aller se coucher et que c'est déjà plus le week-end, c'est pas encore le début de la semaine, mais voilà, tu te mets dans ton lit et tu peux pas t'empêcher de regarder ton portable quand t'as une notification. En plus, c'est Adada, c'est au dodo, c'est pas trop chiant comme contenu, ça donc ouais. Tu le regardes et au moins le lundi matin, tu démarres ta semaine avec
avec au moins un sujet de conversation et puis un peu d'inspiration, j'espère. Et donc voilà, donc ça c'est une façon de faire évoluer le média. C'est au départ un pure player, donc vraiment un pure player, que un site internet, Oui. une marque média qui n'existe que sur le net et qui n'était pas destinée à devenir autre chose au départ. Ensuite une newsletter, je te l'avais dit, d'abord mensuelle. Et puis tout d'un coup l'arrivée d'un concurrent sur le marché qui te fait prendre conscience que si tu fais pas plus, tu vas être bouffé petit à petit, quoi. Parce que le concurrent arrive avec peut-être plus de moyens que toi, avec un savoir-faire aussi. Et puis, donc tu te mets un petit coup de pied au cul et tu te dis, il faut que je développe encore. Et comment je peux développer? Je vais peut-être augmenter mon rythme de publication. Oui. Je vais augmenter le rythme de parution de la newsletter, passer de mensuel Tu fais hebdo? à hebdomadaire, Ouais. tous les dimanches soirs. Et puis vient l'idée de faire du print, tu vois, parce que mine de rien, le print, même si beaucoup te disent le print c'est mort, le print, avoir un magazine papier, avoir une marque média et sortir son magazine papier, ça assoit un peu la marque, ça lui donne encore plus de crédibilité et voilà, je crois que il fallait le faire. Et il fallait le faire surtout pour occuper le terrain par rapport à l'arrivée de ce concurrent-là. Et je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire tout en restant salarié chez Maison Moderne? Non, alors, à partir du moment où je me suis dit il faut que je me bouge, il faut que je fasse plus, tout de suite est venue l'idée de quitter Maison Moderne et de me consacrer à 100% là-dessus. Parce que faire plus, c'était pas possible. T'étais déjà au taquet du taquet. J'étais au taquet. J'avais peut-être encore 1 heure de dispo, Ouais. mais pour conserver une vie sociale Oui. et amoureuse, c'était un peu compliqué. Donc il fallait vraiment lâcher mon job et me consacrer à temps plein. Et ça t'a pas fait peur de dire je vais démissionner, je vais arrêter de travailler, je vais arrêter d'avoir le confort aussi du salariat? Est-ce que ça t'a angoissé? Alors depuis longtemps, si ce n'est depuis toujours, j'avais cette envie d'entreprendre et d'être mon propre chef, tu vois. Donc, et là c'était le déclic. Je sais pas si ce concurrent n'était pas arrivé, si je serais pas encore salarié aujourd'hui, tu vois. Ouais, Et intéressant. en salarié, tout en me disant, ouais, j'aimerais bien être mon patron, tu vois. Et sauf qu'il y a eu ce déclic. Donc là, je remercie le concurrent, tu vois. Il y a eu ce déclic et donc allez, on se lance. Adada ramenait déjà un peu d'argent, donc tu démissionnes, mais t'es pas à la rue. C'est un pari quand même, hein. C'est quand même un pari. Et là, le pari est pas encore gagné, mais il faut que ça se développe encore. Mais en tout cas, j'ai pas eu cette grosse angoisse de celui qui se lance de zéro, tu vois. T'avais un petit peu ton proof of concept, on va dire. Exactement. Années, Et puis j'avais la notoriété déjà qui était là et la sympathie aussi des gens du secteur vis-à-vis de ma personne aussi, tu vois. Donc j'étais assez soutenu et c'était le bon moment, tu vois. C'était le bon moment. Ça faisait 5 ans que j'étais chez Maison Moderne. C'était aussi, il y a eu pas mal de renouveau chez Maison Moderne à ce moment-là et donc c'était ça tombait bien, tu vois, ça tombait bien et il fallait le faire et je suis très content, je regrette pas une seule seconde. Mais bravo à toi en tout cas de l'avoir fait. Merci beaucoup. On le dit pas assez, mais les gens qui se lancent, peu importe l'issue, moi je trouve que c'est déjà respect 2000 pour ça, parce que on oublie en fait trop souvent à quel point c'est rassurant de savoir ce qu'on fait tous les jours, d'aller au boulot, d'avoir son confort et puis sa routine, et que finalement le jour où tu es vraiment face à toi-même et que tu te dis bon tout ça va s'arrêter et maintenant demain ça va dépendre que de moi et ça va être que mes choix et je vais devoir prendre les responsabilités, ça peut faire peur à certaines personnes et c'est pour ça qu'il y a si peu de personnes aussi qui se lancent vraiment, parce que c'est super effrayant et comme je disais un peu en off, c'est aussi solitaire.
Ouais, ça c'est évident, et ça sera solitaire tant que j'aurai pas les moyens d'embaucher quelqu'un, ça sera solitaire. Quoique à partir du 1er février, j'ai un premier stagiaire. Eh oui. Premier stagiaire de l'histoire d'Adada. Premier stagiaire de l'histoire d'Adada, ouais, exactement. C'est bien. Bah oui, c'est bien, ça va. Bon, j'ai un peu de mal à déléguer aussi, tu vois, c'est un peu le problème, donc j'ai un peu de mal à déléguer certaines tâches que je fais. Ça va être nouveau là. Qui ont pas. Ouais. Parce qu'avant tu déléguais la partie commerciale, c'est une chose, mais avoir quelqu'un qui t'aide aussi sur le contenu et sur la gestion quotidienne, c'est encore différent. Ouais, mais tu vois, là, je sais pas si je suis déjà prêt à déléguer ça, alors qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée, mais je sais que je les fais assez rapidement, tu vois. Ouais. Mais justement, j'ai pris un stagiaire qui touche pas mal en vidéo, et donc c'est aussi pour développer encore le média avec un peu plus de vidéos. Donc normalement. Donc ça arrive là cette année, a priori. Ça arrive cette année, ouais. Donc la vidéo, il y a déjà eu de la vidéo sur Adada, mais avec parcimonie comme ça quand j'avais un peu de temps. Donc en ce moment il y en a pas beaucoup. Mais l'idée c'est ça, c'est de faire pas mal d'interviews vidéo avec le stagiaire. Il s'appelle Luc, on va arrêter de l'appeler le stagiaire. Oui, on va l'appeler Il s'appelle Luc. Parce qu'en plus, c'est un chouette type, gars. Voilà, et qui a beaucoup d'ambition aussi. Ouais. Et je suis sûr qu'on entendra parler de lui et de son frère dans les prochaines années. Moi non plus, j'ai pas de doute. Retenez bien son nom, Luc. Luc Holzinger, d'ailleurs. On précise. Peut-être pour terminer, j'aimerais un petit peu savoir aujourd'hui comment tu vis cette nouvelle vie, en fait, comment tu te sens et qu'est-ce que ça t'a apporté de bénéfique, en fait, de te mettre à plein temps sur ce projet qui était, il y a 10 ans encore, un side project, mais qui est aujourd'hui ton quotidien. Aujourd'hui, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, je suis 100% satisfait, vraiment. Je suis, pas de regret. Je suis épanoui. Non, vraiment aucun regret. Le fait de travailler seul, c'est bon. Ça dépend comment tu es dans ta vie entouré. Mais moi, j'ai la chance d'être entouré quand même dans ma vie quand je sors du bureau, donc ça va. Donc je suis pas seul H24 et je vois quand même du monde. Je suis en rendez-vous, je sors de mon bureau. J'ai de très bonnes relations avec beaucoup de mes anciens collègues qui sont aussi des amis. Et donc voilà, sans regret. C'est pas une fin en soi de devenir son propre patron, d'être entrepreneur. Et je sais que c'est beaucoup dans l'air du temps de dire voilà, mets-toi à ton compte et tout. Le salariat, ça a beaucoup de très bons côtés aussi. Pour être honnête, j'ai diminué mon salaire par 2. J'espère bien revenir à niveau un de ces 4. Mais ça compte aussi. Ouais, mais ça dit quelque chose, hein, ouais. Voilà, il faut croire en ce qu'on fait. Encore une fois, je veux pas dire aux gens lancez-vous parce que c'est pas. Enfin, encore une fois, j'ai la chance d'avoir persévéré pendant 10 ans, tu vois, pendant 9 ans exactement, avant de me lancer à temps plein là-dessus la 10e année. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça sur des petits projets, des side projects, mais qui tiennent pas 9 ans. Tu vois, 9 ans d'un projet sans en vivre, c'est compliqué. Absolument, ouais. Alors aujourd'hui, je me dis j'ai bien fait de tenir tout ce temps-là. Mais voilà, c'était aussi des efforts et c'était aussi pas toujours simple de le faire. Je le disais aussi dans mon dernier épisode, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'encourage toutes les personnes qui ont envie de mener des side projects à le faire en fait le plus tôt possible et pas attendre qu'elles soient dans une situation où tu sais t'es en burn-out, où tu te dis putain c'est quoi ma vie, j'en peux plus, parce qu'en fait quand tu te mets dans cette position-là c'est l'urgence, donc tout ce que tu fais il faut que ça marche tout de suite, surtout si ta situation financière en dépend, que tu dois payer, voilà, c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça aussi que je trouve que le fait que tu te sois lancé il y a 10 ans quand tu étais déjà en poste, en agence et que finalement tu avais zéro pression de devoir te lancer dans quelque chose d'autre parce que finalement on pourrait se dire t'aurais pu rien faire. Et ben je pense que c'était la meilleure chose que tu aies pu faire pour ton avenir et pour le Jérôme 10 ans plus tard. Parce que finalement, c'est cette petite action qui aujourd'hui te permet d'en vivre et d'être vraiment focus uniquement sur ça et d'être capable d'aller voir des gens et de leur dire bah voilà, c'est moi Jérôme derrière Adada et puis de plus avoir trop à présenter Adada après 10 ans aussi parce que tu as fait le taf déjà sur les années précédentes, mais tout en assurant aussi
de pouvoir construire une stabilité, une crédibilité, et puis t'entourer aussi de tes partenaires de manière intelligente qui t'ont permis de grandir et qui ont donné un petit coup d'accélérateur aussi au développement de cette marque et de ce média. Donc c'est évidemment une bonne chose et c'est pour ça que je dis à chacun, même si vous n'avez pas d'ambition d'en vivre ou que au contraire c'est un truc que vous aimeriez faire pour en vivre, n'hésitez pas à le commencer le plus tôt possible, même si pour l'instant ça devient pas quelque chose de gros. Parce que sinon si ça marche pas, c'est d'autant plus triste et décevant. Mais surtout, faites quelque chose qui vous plaît, quoi. Oui, ça c'est aussi suffisamment important pour le rappeler. Est-ce que tu aimerais terminer ce podcast en partageant avec nous peut-être quelque chose qui t'a plu, qui a pu t'inspirer, que ce soit en termes de bouquins, de vidéos, de podcasts? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec notre audience? Je lis régulièrement un auteur et je ne rate aucun de ses bouquins, c'est Bec BD. Ok. Ancien publicitaire, ça matche bien. Toxicomane notoire, ça matche bien. fêtard. Non, mais je vais pas dire que je me retrouve en lui, mais en tout cas, je m'identifie pas spécialement au personnage, mais je crois que c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, parce que j'adore son ton. J'adore la simplicité avec laquelle tu peux lire un roman de Bec BD, et j'adore son trait d'esprit et son humour. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu apprécies et que on peut recommander? Alors, oui, mon livre préféré, le roman préféré de Bec BD, c'est L'égoïste romantique. Ok, je connaissais pas du tout. Qui est un journal, en fait, qui se lit jour après jour, comme ça, qui est super simple. C'est une histoire d'amour, finalement, mais à la Bec BD. Et là, je suis en train de lire le dernier roman, qui est déjà génial par son titre, qui n'a pas de titre. D'accord. Donc, c'est juste un emoji, l'emoji qui pleure de rire. Donc c'est ça sur la couverture. Donc tu vas à la librairie et tu demandes, vous auriez le livre emoji qui pleure de rire? Il l'a fait exprès en fait. Bien sûr, il l'a fait exprès. Pour mettre les gens dans cette position où tu sais pas. En fait, il faut que tu dises le dernier Bec BD parce que sinon. C'est ça. C'est le dernier Bec BD. C'est exactement ça. Et c'est bon, voilà, j'ai pas terminé encore, mais c'est déjà pas mal. Ok, donc intéressant et à la rigueur à recommander. Aux lecteurs intéressés. Ben oui, même à ceux qui sont pas encore intéressés et qui vont le devenir grâce à mes arguments. Tout à fait. C'est bien, ils ont tout intérêt à se laisser tenter. Moi, j'ai regardé aussi. J'en profite aussi pour rappeler peut-être un petit peu tes médias. Je vais les mettre aussi en barre d'infos pour que les gens aillent checker. Mais en gros, avec Adada, toi, tu as plusieurs, on va dire, réseaux sociaux. Tu as une page Instagram que je suis, la page Facebook qui est aussi qui marche fort. La page Facebook, c'est une grosse communauté, 3400 fans aujourd'hui. On dit souvent Facebook machin, mais honnêtement pour Adada, je trouve que ça relaie beaucoup. Qu'est-ce que tu as d'autre? Une page LinkedIn? Une page LinkedIn, que j'aurais dû ouvrir il y a bien longtemps et que j'ai ouvert un peu sur le tard, mais qui est finalement c'est un média professionnel et finalement même s'il y a du monde aujourd'hui sur Facebook, on se dit que t'as plus intérêt à avoir ces infos-là qui sortent sur LinkedIn parce que c'est du professionnel que dans ton fil d'amis finalement. Tu vois. Je te remercie en tout cas pour ton honnêteté face à mes questions et à tes réponses aussi qui étaient super intéressantes. J'espère que grâce à ce podcast, beaucoup plus de personnes apprendront à te connaître, à savoir qui est derrière Adada et aussi de savoir qu'en fait, peut-être comme moi, s'ils avaient la perception que c'était genre un gros truc, une machine à fric, non en fait, t'es pas contre avoir un ou deux contrats de plus puisqu'en fait, il y a qu'un... Mais non, ça, il faut pas dire que je suis contre. Il y a qu'un mec derrière tout ça, il y a qu'un cerveau et justement quelqu'un qui est passionné, qui fait ça depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'était aussi en quelque sorte pour te rendre justice. Merci. Donc on va se retrouver très bientôt dans un nouvel épisode, dont certains, comme je l'ai dit, qui seront sur adada.lu. Donc on va trouver aussi une petite place pour les épisodes du podcast. Et puis écoute, j'espère qu'on se retrouvera aussi très bientôt. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Au revoir Jérôme. Salut Alissa, merci beaucoup. Ciao. Ciao.